après, on pourrait se dire aussi que dans l'optique où on décide de réduire le backlog avec un objectif temporel en tête. Dans 3 mois, il y a la NSM qui arrive, il faut qu'on réduise les déviations. Ok. Là, pendant 3 mois, on met les forces qu'on a sur les déviations, on passe l'inspection, et après, on Et fait un après, retour on va prendre d'expérience. l'apéro et puis on arrête. Alors, Non. alors, c'est comme ça que ça peut se passer, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce que, voilà, c'est une question, hein, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, mais est-ce que on peut se permettre parfois, quand il y a une inspection qui arrive, si, sachant que réduire un backlog sans changer les mentalités, c'est déjà un énorme travail. Changer les mentalités, changer les méthodes, c'est double peine, entre guillemets. Est-ce qu'on peut se permettre ça si jamais on a une échéance qui arrive? Ou est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur l'urgent, traiter les déviations, et une fois que l'objectif est atteint, se dire d'accord, ok, on a vu ce que ça donne quand on fait rien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que ça n'arrive plus? Elle est très compliquée à répondre à ta Oui, question, j'imagine que c'est au cas mais par cas, par bien contre, entendu. moi, ce que je dirais, c'est très personnel, ce que je vais dire, c'est que, au vu des inspections qu'on a actuellement, alors, juste le faire pour l'inspection, comme ça n'a pas forcément de sens, et un bon inspecteur, de toute façon, il verra. Oui, Ça, oui, il verra que tu avais un encours énorme, il va regarder, hein, les inspecteurs, oui, ils regardent la déviation, elle a été ouverte quand, elle a été fermée quand, tu regardes qu'il a une overdue, puis d'un seul coup, depuis 2 mois, ou depuis moins de ça, que vous êtes au courant que la NSM déboule, d'un seul coup, ça réduit. S'il ne pose pas la question, qu'est-ce que vous avez fait pour ça, pour en être là? Toi, tu réponds juste, oh, on a mis le paquet, mais on a rien changé au système. oui. Le point, tu l'auras quand même, ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que tu dis, et je dis pas que c'est simple à faire, et je dis même que c'est peut-être le plus dur, c'est que tout en réduisant ce backlog, parce que c'est nécessaire d'avoir un encours qui est acceptable pour ton système et aussi pour la supply et pour tout le team, hein, faut en même temps se pencher sur quelles sont les méthodes, ou au moins travailler sur le pourquoi et déjà mettre en place des actions correctives. Et c'est pour ça que tout le monde est dans le même bateau et que c'est pas si simple que de réduire les backlogs. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est vrai. Et d'ailleurs, on va en parler avec Arkelia qui nous a rejoint. Arkelia, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, bonsoir. Ah, super. Bonsoir. Comment ça va, Kélia? Ça va bien, on débarque du coup sur QP Pharma en live. J'ai plutôt l'habitude d'être sur le chat, et donc là, ta première intervention de vive voix. Ouais, Bienvenue. ça fait plaisir de t'avoir en vrai, effectivement. Alors, déjà, peut-être, Elia, est-ce que tu peux rapidement nous dire peut-être quelle expérience tu as, quel type de poste tu as occupé, bon, sans rentrer dans les détails, mais un peu quel est ton parcours? Est-ce que tu es jeune diplômé? Est-ce que tu as 35 ans d'expérience? Où en es-tu dans ta carrière? Ça va être un petit peu complexe. Moi, je suis très loin, justement. Je vais peut-être être le regard innocent. Je vais pas forcément peut-être me dévoiler. Ludovic sait qui je suis. Mais non, pour le coup, justement, je suis le regard innocent qui se pose un petit peu des questions et qui vient poser des questions un petit peu inédites, entre guillemets, D'accord, avec donc, vraiment. donc en fait, traiter un backlog de déviation, pour le coup, c'est pas quelque chose que tu as expérimenté. Absolument pas. Ah, mais c'est intéressant, alors. Oui, Donc, est-ce que tu as un commentaire ou une question sur ce qu'on vient de dire depuis le début, qui est encore un peu philosophique, hein? déjà, est-ce que peut-être pour un néophyte c'est clair ou est-ce qu'il y a des points qu'on a et qui n'ont pas été compréhensibles pour quelqu'un qui n'aurait pas les notions Non, bah, ça devient assez compréhensible justement, ça permet d'en apprendre un petit peu plus et justement j'avais la question que j'allais vous poser justement était en lien avec ce qu'avait dit, précédemment, du coup ce qui a été posé en live, c'est-à-dire l'intervention humaine, c'est-à-dire justement s'il y avait une déviation liée à l'humain. Je voulais, vraiment aller un petit peu plus loin là-dessus. C'est vrai que ça m'a étonné. Ça pouvait remonter, voilà, jusqu'aux équipes RH et l'intervention des RH. Qu'est-ce que vous Mhm. aviez en tête par rapport à ça et comment ça se définirait potentiellement? Est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui C'est pas une blague du tout. Et alors ça, je vais... L'autre, tu m'interromps si tu veux, je peux en parler pendant 4 heures. Je vais essayer de faire ça. Quand on a une déviation, un des principes de base de l'investigation, ça va être de classer aussi cette investigation et la cause associée à cette investigation en fonction des systèmes. Si vous avez suivi un peu les lives sur le lean management et compagnie, un des outils du lean management, c'est le diagramme d'Ishikawa, en gros, qui va catégoriser les causes, potentiellement les causes des déviations ou d'autres choses, hein, d'ailleurs, parmi les systèmes. Et dans ces systèmes qui vont orienter en fonction de si c'était un problème de machine, un problème de méthode, etc. On a le M qui est main-d'œuvre, ou manpower en anglais, qui est, voilà, qui est un des systèmes et où entre guillemets, on explique la cause par une cause humaine. C'est assez compliqué. Alors pourquoi c'est très polémique ce système? Parce qu'en fait, c'est classiquement on va dire la porte de sortie la plus simple pour n'importe quelle déviation, tant et si bien que la NSM ou les auditeurs commencent, et le font même depuis quelques temps, à regarder le pourcentage de déviations pour un système main-d'œuvre que vous avez
dans votre encours de déviation. Pourquoi? Parce que c'est très simple de dire, ah mais c'est la faute de Dédé l'opérateur, on va lui rappeler que la procédure, il faut la suivre, et on clôture la déviation comme ça. Ça permet d'éviter un backlog de déviation. Ça ne permet pas de traiter le problème, par contre. Non, et souvent d'ailleurs, ça va être mis en cause. On va dire, c'est pas un problème de main-d'œuvre, c'est un problème de formation. La personne n'a pas été assez accompagnée, la personne n'a pas été. On n'a pas donné les outils à la personne pour qu'elle puisse faire correctement son travail. Voilà, ou autre en fait. Et pourquoi je parlais des RH tout à l'heure? Parce que il y a plusieurs sites où j'ai bossé et où je connais pas mal les procédures de déviation, où justement, pour éviter cet écueil de dire on va dans de la cause humaine et c'est la faute de Dédé, et donc on va lui faire un rappel parce que c'est forcément lui qui a déconné, et ben on interdit entre guillemets d'en rester là et on oblige les gens à aller un peu plus loin dans cette cause humaine pour essayer de démontrer qu'elle est réellement une cause humaine. Dans 99% des cas, Flo, tu as raison, on va retomber sur une déviation qui sera soit l'opérateur, est-ce qu'il a été formé correctement? Est-ce qu'il était dans des bonnes conditions pour procéder à ce qu'il est en train de faire de façon correcte? Est-ce qu'il a, d'un point de vue organisationnel, est-ce qu'il n'a pas 12 trucs à faire en même temps? Auquel cas, c'est peut-être normal qu'il y a un des 12 trucs qu'il n'a pas fait correctement, mais c'est parce qu'on l'a pas mis dans les bonnes conditions. Etc., etc. Le but étant de retomber sur un des autres M, la plupart du temps. Oui, parce que c'est facile, et ça a déjà été discuté dans un précédent live. La quantité de procédures dans l'industrie pharmaceutique qu'il faut assimiler, elle est gigantesque et on ne peut pas de manière réaliste attendre de qui que ce soit, de l'opérateur au directeur général, qu'ils les connaissent toutes par cœur et qu'ils les appliquent du chapitre 1 à la conclusion. Donc, reprocher à quelqu'un de dire ok, là c'est une faute humaine parce qu'il n'a pas respecté l'alinéa 3 de la procédure numéro 97, c'est pas possible. Il faut que cet alinéa y ait, enfin, je sais pas si c'est une liste une liste de recettes peut être affichée à l'emplacement où on a besoin d'utiliser la machine que tel produit c'est telle recette, tel produit c'est telle recette. Et des instructions visuelles qui soient faciles, qui soient claires et compréhensibles et qui font qu'on n'attend pas de l'opérateur de l'opérateur, du technicien, du cadre, peu importe, qu'il ait une encyclopédie dans la tête pour pouvoir faire son travail parce que c'est pas possible. Néanmoins, et pour en revenir à ta question, Arkélia, on a passé beaucoup de temps à introduire le truc, mais le sixième main-d'œuvre, il peut arriver quand même. Il peut arriver. Mais il arrive très rarement, et pour moi, il y a en général deux causes qui sont liées à la réelle cause humaine. Si on n'a pas réussi à rebondir sur une autre cause, c'est soit la malveillance. Et malheureusement, heureusement que il n'y a pas 50% des gens qui viennent pour être malveillants et mal faire leur boulot. C'est assez rare. Et la malveillance, en général, ça inclut des processus RH, si on avait démontré. Et là, on en revient au RH. Soit alors, il y a l'inattention qui peut être liée à plein de choses, notamment à des causes personnelles. Oui. Et ça, c'est possible aussi. Et c'est aussi là où on peut avoir, j'ai des exemples en tête, je ne citerai pas forcément tous les exemples, mais des cas personnels de certaines personnes qui ont des soucis ou perso, ou qui ont un contexte, ça peut être n'importe quoi, un contexte familial, un contexte de plein de choses. La personne vient de recevoir un appel ou elle apprend une mauvaise nouvelle, derrière elle retourne à son poste de travail, forcément elle n'aura pas la tête. Par exemple. Et donc, on peut avoir, dans ces cas-là, besoin d'avoir l'investigation qui va jusqu'au RH. Moi, je vous rassure, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais c'était pour illustrer que jusqu'au RH, on pouvait être impacté ou impliqué dans une investigation dont le but, on le répète, est de trouver la cause et d'essayer de tuer la cause par la mise en place d'actions correctives. Qui, dans ce cas-là, pourrait être, si c'est de la malveillance, ça peut être une sanction disciplinaire évidente. Si c'est quelque chose qui est plus personnel pour la personne, ça peut être de la sortir pendant quelques temps de son poste, le temps qu'elle se remette, et la remettre derrière, de l'aider, il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Mais en tout cas, oui, ça peut aller jusque-là. C'est pas le plus courant que les RH soient impliqués dans les déviations, mais dans l'absolu, c'est possible. Est-ce que ça répond à ta question, Arkélia? Ouais, ça me permet de m'éclairer aussi, typiquement dans l'intervention aussi, typiquement des audits, des équipes RH un peu plus aussi, pour voir un petit peu leur intervention dans ce cadre-là. Et moi, j'ai déjà vu des équipes RH qui ont été auditées ou inspectées, parce que effectivement, notamment par la FDA, il y a eu un problème avec une cause main-d'œuvre avérée, on va dire là, il y a eu quelqu'un qui a mal fait son boulot, en tout cas, voilà. Et la FDA a demandé au RH, et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu une sanction derrière? De toute façon, et voilà. Et si on dit non, on n'a rien fait, il y avait quelqu'un qui était en train de mettre le feu partout, mais on l'a laissé faire, et ben, ça peut être un point qualité, parce que c'est un risque qualité qu'on fait mener à l'entreprise, parce qu'on n'a pas géré la partie RH. C'est rare quand même, mais ça peut... Bon, les audits, c'est un autre sujet, mais en audit, on sait bien que c'est comme les déviations, tout le monde peut être appelé et répondre aux questions qu'on lui pose.
Eh ben, c'est cool. Ben, merci Merci. pour ta question. Bah, tout de suite dans le chat, j'ai envie de dire. Et puis au plaisir, si tu veux repasser aujourd'hui ou une autre fois pour me poser une question, n'hésite pas. Pour enchaîner, on a fait cette évaluation de charge capacité. Il y a une personne qui s'appelle Natouf qui est là avec nous. Natouf, alors, hop, il faut que je remette le micro. Alors, Bonjour Natouf. Hello! salut. Bienvenue sur QP Pharma, bienvenue sur notre live. Eh bien, Natouf, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement et est-ce que tu peux nous dire si tu viens partager quelque chose, poser une question ou vas-y. Du coup, des expériences, j'en ai eu quelques-unes durant mon parcours. En fait, grosso modo, sur mes 8 ans, sur mes 8 ans d'industrie pharma, j'ai pas mal travaillé autour des déviations, déjà en tant qu'investigatrice, aussi dans l'aspect lean, en fait, pour travailler sur le management visuel du suivi des backlogs des déviations, et aussi Important. côté production, quoi. Donc, c'est les différents, en fait, on va dire, différents profils que j'ai sur lesquels j'ai pu baigner un peu dans les devs. Et c'est vrai que le sujet backlog, c'est un sujet très fort parce que très vite, en fait, on peut se retrouver dépassé. Et il y a vraiment besoin de voir, en fait, de voir la tendance. Le management visuel, ça reste quand même très puissant là-dessus. Surtout pour aussi jouer sur quoi travailler, quoi. Donc c'est un peu aussi des fois catégoriser les déviations par famille et puis faire vraiment un groupe de travail pour pouvoir se focaliser sur un type aussi de déviation et d'aller au bout de la route cause, quoi. Alors, quand tu entends type de déviation, qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que c'est par criticité, par ligne, quel conseil tu donnerais là-dessus? Alors en fait, après, les conseils, c'est aussi des fois selon le besoin, hein. C'est vrai que quand vous parlez de déviations qui sont pour certaines impactantes dans la libération des lots, des fois c'est de voir en fait si on travaille entre guillemets sur de l'urgence ou si on a un temps en fait pour travailler sur du long terme. Pour être plus clair, c'est vrai que par exemple quand je travaillais sur la partie libération de l'eau, on pouvait voir d'un point de vue visuel déjà dans quel secteur on avait un impact fort sur les temps de libération. Souvent, bon, forcément, la dernière étape. Et donc, c'était aller donc déjà de creuser dans ce secteur-là et voir exactement, en fait, si on avait sur une certaine ligne une problématique récurrente, quel type, parce qu'on pouvait avoir des types de réconciliation non conforme, mais vraiment, voilà, se dire que, voilà, sur tel type de déviation, sur les 20 ou 25 qui sont en attente pour l'IB, on sait qu'il y en a 5 ou 6 qui sont sur tel type de problématique. Et c'est là qu'on met notre groupe de travail pour optimiser l'analyse et surtout la libération, quoi. Alors, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, les devs qui bloquent des lots vont forcément être un peu priorisés. Pour autant, il ne faut pas oublier le reste du monde. Si je caricature, on a 10 devs mineurs qui bloquent 10 lots, mais par contre, j'ai 3 devs critiques qui sont sur le flux global. Ce serait dommage de laisser les devs critiques pour rien, parce qu'un jour, elles vont impacter les lots, je veux dire. Et parce que c'est des devs critiques, potentiellement, si elles ont été catégorisées comme ça, c'est qu'elles peuvent avoir un impact fort. Donc effectivement, ton conseil il est bon, hein, c'est d'arriver à catégoriser, sans aller dans des extrêmes que je viens de citer, mais si on a des déviations dont la criticité se vaut tous, où il n'y a pas non plus une priorisation évidente, d'aller regarder en fonction des libés potentiellement, mais en fonction d'une ligne, en fonction d'une thématique, en fonction on voit d'un des systèmes, où on voit de façon évidente que là on se concentre sur telle ligne, il y a toutes les procédures qui sont à remettre en cause parce que les devs qu'on a, c'est que un problème de procédure, ça vaut le coup de se focaliser là-dessus pour tuer le plus de devs possible. Mais après, tu as raison de parler aussi de l'eau, hein. C'est clair qu'en fait, il y a ça aussi des fois. C'est là où en fait, il y a vraiment, entre guillemets, l'action, je dirais, d'urgence, l'action coup de poing et l'action aussi routine qu'il ne faut pas oublier parce que sinon, derrière, c'est un backlog qui continue à augmenter. Mais c'est vrai que l'opération coup de poing, c'est vraiment se dire, on a une déviation qui impacte tant de l'eau, quoi. Il y a aussi, du coup, cette réflexion à avoir par rapport au nombre de l'eau impactées par la déviation. Exact. Et donc c'est vraiment que c'est vraiment toujours important de savoir en fait quelle est notre donnée d'entrée sur le travail qu'on a amené, parce que qui dit aussi investiguer dit prendre du temps. Et mais en fait finalement de l'expérience que j'ai pu voir, c'est que là où on voit quand même un gain en termes d'investigation, c'est finalement quand les différents acteurs sont autour d'une table. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit qui est forcément, selon la routine de chacun, quelque chose de compliqué à voir.
Mais c'est vrai qu'il y a déjà le besoin terrain d'avoir un maximum d'informations parce que on est aussi maintenant dans une dynamique où l'objectif même des fois c'est que la personne qui ouvre la dev c'est presque la personne qui la clôture parce que c'est lui qui a tous les éléments et c'est ça en fait où il y a aussi l'essentiel même quoi. C'est vraiment être directement sur la problématique et la traiter au plus tôt possible. Parce que des fois le problème des backlogs comme vous expliquez c'est que pour des déviations qui n'ont aucun impact l'IB, forcément on les laisse un peu de côté, mais quand on les reprend, on prend énormément de temps aussi à les résoudre, quoi. Oui, si ça fait 3 mois qu'on l'a laissé de côté, pour refaire l'histoire, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Voire même impossible des fois, on se retrouve avec des cas où... Oui. On va passer 10 fois plus de temps à la traiter. C'est là où tu la clôtures vite, quoi. Exactement. Alors, on reparlera aussi de ça, c'est intéressant ce que tu as dit sur la façon d'investiguer, le côté équipe d'investigation, comment on doit investiguer, c'est pas juste chacun de son côté derrière un PC avec un fichier Word, on en parlera un peu après, mais ça aussi c'est super important. C'est super important. On causait hier, Flo, quand on préparait live aussi, et tu nous diras, Natou, si t'es OK avec ça, mais il y a une composante, quand on a un backlog de dev et qu'on en a 150 à trier, à traiter, et que l'on sait que, bon, entre guillemets, les gens... Je disais tout à l'heure, c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils ont ça. Il y a aussi une composante morale aussi qui doit être à prendre en compte. Et on se disait hier, est-ce que ça vaut pas le coup quand on traite des déviations aussi, pas de le prioriser à 100%, mais de se dire, est-ce qu'on peut pas faire un ou deux coups d'éclat entre guillemets en se disant, bon voilà, il y en a 2-3 qui sont facilement clôturables, où on va pouvoir en clôturer 5 d'un coup, c'est peut-être pas les plus urgentes, et c'est peut-être pas, voilà, faut pas y mettre 100% des ressources qu'on a allouées au projet. Mais juste pour se dire, à un moment donné, on en a clôturé quelques-unes et on amorce une dynamique qui est intéressante. Parce que c'est vrai que pour travailler dans des backlogs de déviation, pour ceux qui les gèrent, et que ce soit la production, la Q, la maintenance ou toutes les personnes qui gravitent autour, c'est lourd quoi. C'est lourd, c'est pesant sur le moral de dire, voilà, là, mais on a encore une qui vient de tomber. On sait que c'est l'usine qui l'a générée, hein, c'est pas de dire c'est de la faute à clé, voilà. Mais bon, je viens d'en clôturer 3 et je viens d'en rouvrir 3, donc au final, je suis toujours au même chiffre. Et c'est. Voilà, on disait ça vaut peut-être le coup de temps en temps de forcer un peu le talent et de se dire là, allez, on arrive à en enlever 2-3 et juste de le célébrer rapidement, hein, sans dire le chemin il est fini, mais ça c'est quelque chose qui est presque indépendant du sujet backlog de déviation. C'est du management en fait. C'est si on monte un groupe de travail, ça devient une équipe. Cette équipe, il faut la motiver. Et si elle attaque la tâche ou le projet qui l'attend, dans notre cas, le backlog de déviation, en se disant on va pas y arriver, forcément on aura les gens seront moins investis. Et si d'entrée on pose un objectif, on se dit allez les gars, à la fin de la semaine on clôture 10 déviations. Et même si on se dit qu'on triche un peu et qu'on s'attaque par les plus faciles pour être sûr d'y arriver, au moins à la fin de la semaine on va clôturer 10 déviations. Et ça donne du moral aux troupes et du coup ils commencent à penser que c'est possible et c'est là qu'ils vont vraiment s'investir et faire en sorte de faire le travail, quoi, tout simplement. Donc ça suffit pas, mais ça peut valoir le coup de l'avoir en tête. Après, faut pas non plus, faut pas juste passer 3 semaines à faire ce qui est facile et se retrouver derrière avec un monticule de déviations critiques. Parce que là, c'est pareil, le moral, il va chuter derrière. Non, le message, il n'est pas là, mais effectivement. Non, mais après, tu as tout à fait raison, mais c'est un peu quand même pour des chantiers. Hein, c'est quand on veut qu'un chantier marche, il faut ce qu'on appelle des quick wins. Donc, c'est déjà faire des choses qui sont facilement faisables pour aussi un peu se donner du baume au cœur, quoi. Et c'est sûr que il y a quand même des déviations où, selon en plus des fois ce qu'on appelle des templates qu'on met en place pour les résoudre facilement, on sait qu'il y en a certaines qui vont aller dans ce style-là et qui vont pouvoir se clôturer entre guillemets rapidement. Donc c'est clair que pour le moral des troupes, surtout après je sais pas selon le temps qui est donné avec un objectif à résoudre tant de déviations, il y a ce petit besoin comme tu dis de petits kiffs clôture dev quoi. C'est ça. Sinon ouais. Et alors j'ai une autre question moi que pendant que tu es avec nous sur le live, tout à l'heure tu parlais des actions coup de poing et donc d'une espèce de groupe de travail pour arrêter l'hémorragie, c'est comme ça qu'on l'avait écrit dans le conducteur, et d'infléchir la courbe. Est-ce que tu conseillerais ou est-ce que tu as vécu ça, de dédier des personnes uniquement à ce groupe de travail, de se dire c'est l'entièreté des gens qui sont capables de le faire dans l'usine et qui vont venir participer à hauteur de 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la semaine. Comment tu vois l'organisation de ces actions coup de poing ou comment tu l'as vécu? C'est vrai que les actions coup de poing que j'ai pu voir, c'était vraiment autour de la release des suivis quotidiens, la libération des lots. Donc c'était vraiment clac, il faut qu'on libère tel et tel lot. On a encore telle déviation qui sont bloquantes.
L'après-midi, c'est opération coup de poing pour régler ça. C'est top parce que du coup, c'est très réactif. Mais c'est vrai que pour moi, l'idéal, c'est de plutôt, oui, se réserver en fait des créneaux dans son agenda standard et se dire que c'est à ces moments-là, ça ne veut pas dire qu'on se force, hein, parce qu'on peut très bien aussi ne pas avoir de backlog ou ne pas être concerné par des déviations en cours, mais se dire que ce créneau-là est vraiment dédié à travailler en groupe dans de la résolution, quoi. Parce que c'est vrai que quand on parle d'opération coup de poing, c'est, du peu que j'ai vécu, ça reste quelque chose de ponctuel, quoi. Et souvent, comme vous disiez, c'est que vraiment on dépasse un nombre, on dépasse l'objectif maxi du nombre de devs et on se dit que pendant tant de jours, on va faire que ça, quoi. Enfin, plus, je pense que c'est plus une forme de travail ensemble qui serait bon en fait à cranter un peu dans l'agenda standard pour se dire que même si on est sur un backlog acceptable, ça reste un backlog et que le but c'est que si on attend et que c'est cranté dans nos agendas, on travaille pour le réduire, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une déviation, surtout quand elle est majeure ou critique, ça ne se résout pas tout seul, c'est un travail d'équipe. Et le fait de se caler des points dans les agendas, de mettre les personnes impliquées autour d'une table sur le même créneau, forcément ça réduit les délais de manière drastique parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la personne A qui va travailler 2 heures sur sa partie, qui va l'envoyer par mail à la personne B, qui va l'ouvrir que 3 jours plus tard parce qu'il va faire un retour à faire. Des retours, des commentaires, quelque chose qui prendrait 20 minutes à être fait si jamais on discutait en face à face. Voilà, ça va prendre 2 heures, quoi. Donc le fait de se bloquer 1 heure, 2 heures, une après-midi pour les actions coup de poing, avec tous les acteurs impliqués autour de la table, et les gens sont là pour régler des déviations, ils sont pas en train de faire leur mail ou de rédiger une procédure à côté, forcément ça donne un gain d'efficacité automatique, quoi. Et c'est le cas dans un backlog ou dans la vie de tous les jours pour traiter des déviations. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là on essaye de trouver 2-3 trucs et astuces rapides pour tuer le backlog, mais ça s'applique dans la vie de tous les jours quand on va mieux. Hein. Eh ben écoute, merci beaucoup Natouf. Natouf, je sais plus si c'est ça, c'est Natouf, hein, on a dit. Plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était super intéressant. Ouais. Et puis on va bientôt faire la pause. Je vais juste relire 2-3 messages du chat. Et puis on va se retrouver dans quelques minutes. Merci à toi de ton intervention. Un petit message à Arnaud qui est sur la route et qui aimerait bien participer, mais on aura l'occasion d'en reparler et on pourra peut-être même refaire des lives sur le sujet. Mais Arnaud, on se verra à la 3P de toute façon pour boire un coup ensemble. Thomas Luc qui nous dit ne pas attendre le backlog pour le pilotage. On est d'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On part du principe où là on n'a rien et on est vraiment dans le caca total, mais le pilotage il commence demain. Hein. Ce qu'on se disait, c'est que souvent on attend d'être face à nos problèmes pour les régler et derrière, donc c'est-à-dire que très souvent il va y avoir un événement qui va faire qu'on va avoir, le backlog ne sera pas traité, on va se rendre compte pour un événement, on va le traiter sur le moment et derrière, la bonne chose à faire, c'est justement de mettre les actions en place. Alors, si on les a mises en place avant et qu'on n'est jamais confronté au problème, c'est parfait, mais souvent c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, la première fois, ou en tout cas quand vous avez un problème de ce type, n'hésitez pas à mettre des actions pérennes qui vont faire en sorte que c'est le principe des CAPA en fait. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ça revient aussi avec il y a Fabien 76 Aspen qu'on salue, qui nous dit backlog de dev égale mauvaise identification de la route cause. On pourrait faire 3 lives dessus, mais oui, entre autres, c'est un peu philosophique, mais si on a une mauvaise méthodologie qui nous a fait trouver une cause qui n'est pas la bonne cause, ça veut dire pas mettre la bonne action à CAPA, ça veut dire que le problème va revenir demain. Ce qui veut dire que si on continue sur cette façon de traiter, la récurrence va arriver, on ne traite pas les bons problèmes, on tape à côté, et donc du coup, on peut générer un backlog. C'est une des causes possibles, il n'y a peut-être pas que celle-là, et on pourra en parler des heures, mais ça fait partie du problème. Ça c'est lié à une chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand on est dans l'urgence, parfois les déviations vont être traitées qu'en surface, et donc on va pas aller au fond du sujet. Et on va gagner 3 minutes et on va en perdre des centaines d'heures. En plus, c'est un coup à se prendre une plaque en inspection, de se faire challenger et de pas être capable de défendre son sujet. Exactement. Et ça peut aussi être lié. Il peut y avoir une autre cause qui a été évoquée dans le post LinkedIn de l'académie efficace, qui disait qu'il y a le backlog des déviations, il y a aussi le backlog des CAPA, qui parfois est plus insidieux, qu'on voit moins parce qu'il n'y a pas de deadline, c'est pas bloquant pour la libération. Et donc parfois on va traiter une déviation en ouvrant une CAPA, mais c'est la CAPA qu'on va jamais faire en fait. Et donc on va générer une déviation potentiellement parce qu'on n'a pas tué la cause ou on n'a pas mis l'action corrective. Et là, c'est la boucle de la merde.
Et donc oui, Fabien, pour répondre à ta question, c'est forcément une des causes. Mais bon, je sais que tu le sais très bien de toute façon. Et puis il y a Arnaud DG qui... Ah ben c'est notre Arnaud DG de la semaine de la digitalisation, qui nous pose quels critères utilisez-vous pour juger de la maturité d'une entreprise dans la gestion de ses déviations. Eh ben, honnêtement, il y en aurait mille, hein, mais pour moi, ce qu'on a dit depuis le début, ça en fait partie, c'est-à-dire d'aller regarder le pilotage visuel. Est-ce que les gens sont capables Est-ce qu'il y a un pilotage est-ce qu'il y a un visuel? pilotage visuel? Est-ce qu'on a un encours qui est acceptable? Est-ce qu'on n'a pas 53 devs critiques qui sont mis de côté depuis 6 mois? Quel est le taux d'overview? Est-ce qu'on n'a pas 80% des devs qui sont en retard? Ça veut dire que c'est un site qui n'est pas mature. Est-ce qu'on a des méthodes d'investigation qui font que les gens travaillent ensemble? Et ça peut être quand on fait de l'audit pour essayer de voir le niveau de maturité, ça peut être des choses importantes. Enfin, tout ce qu'on a dit depuis le début. Et je pense que ça, c'est peut-être des sujets qu'on pourra creuser, mais après la pause, parce qu'on me dit dans l'oreillette que c'est l'heure de la pause. Vous connaissez Jay?